Bonjour et bienvenue aux 45 minutes chrono de l'Association du paiement. Je suis Sophia Briouel et nous vous proposons pour cette 21e chronique d'aborder la thématique de la lutte contre la fraude chèque. On va passer à peu près 45 minutes, peut-être un peu plus en fonction de vos interactions. Alors à vous participants, je vous invite à nourrir le débat avec nous durant 15 minutes qui sont dédiées pour poser vos questions. Donc, j'indiquais aux participants de ne pas hésiter à utiliser le bouton questions-réponses qui est en bas de votre écran. C'est par ce biais-là que vous pouvez poser vos questions à l'ensemble de nos speakers. Vous pouvez aussi nous faire partager vos remarques, vos suggestions dans le chat. Alors, cette chronique qui fait suite au groupe de travail, un groupe de travail qui a été créé en décembre 2019 sur le chèque, organisé par l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement en collaboration avec Verifiance, Mercatel, les membres de l'association du paiement et d'autres acteurs de l'écosystème. L'objectif, bien entendu, c'est de trouver des solutions, des nouveaux outils pour limiter la fraude au chèque. Et d'ailleurs, une partie des travaux ont abouti à une mise à jour du protocole CHPN qui a été dirigé par l'association du paiement et Verifiance. Donc, nous expliquerons tout à l'heure effectivement que le protocole a été validé il y a quelques semaines et les développements ont été lancés. Donc, tous ces résultats apparaîtront, je crois, dans le rapport annuel 2020 de l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement. Accueillons nos invités. Bonsoir Hélène Igrozanac de Bishop. Vous êtes directrice générale depuis 2017 au sein de Mentis. Mentis est chargé par la Banque de France d'assurer le service Verifiance FNCI. Exactement. Merci Sophia et bonjour à tous. Ravi d'être avec vous. Bonjour Corinne Millot-Dumazer. Vous êtes depuis 2016 responsable du service qui gère les fichiers des incidents de paiement, dont le fichier national des chèques irréguliers de la Banque de France. Bonsoir. Bonsoir à tous. Et puis, nous accueillons Jean-Michel Chanavas. Tout le monde vous connaît. Vous êtes directeur général de l'association Mercatel, une association qui existe depuis un petit bout de temps maintenant, depuis 86. C'est une association avec une structure opérationnelle et qui regroupe toutes les formes de commerce et de son écosystème. Bienvenue à vous, Jean-Michel. Oui, bonjour Sophia, bonjour à tous. Nous recevons également Pierre, bienvenue. Vous êtes chef adjoint au niveau du service de la sécurité des moyens de paiement. Vous y êtes depuis 2019 et vous êtes chargé à la sécurité de tous les moyens de paiement scripturaux, dont le chèque, avec les acteurs du marché, bien sûr. Et votre rôle est de promouvoir la sécurité des moyens de paiement et de lutter contre la fraude. Bonjour Sophia, bonjour à tous. Et puis, bonsoir à vous, Jean-Louis Bossuet. Vous êtes depuis 6 ans responsable commercial au sein de l'entité Mentis et vous avez la responsabilité de commercialiser les offres de Mentis auprès du marché français. C'est bien cela, Sophia, et bonjour à tous. Eh bien, bienvenue à vous et puis bienvenue aussi à nos participants. Donc, le chèque, le dinosaure des moyens de paiement, ce mode de paiement qui présente probablement des atouts de gratuité, de flexibilité dans le cadre de dépôt sur le compte. Mais alors, pour quelles raisons, en France, le chèque fait de la résistance? Peut-être Pierre, pour commencer? Oui, merci Sophia. C'est une bonne question. C'est vrai que le chèque a été un moyen de paiement qui a été longtemps promu par les autorités publiques et par les banques comme une alternative aux espèces. Et c'est vrai que jusqu'en 2000, il était le moyen de paiement le plus utilisé à côté des espèces, largement encore devant la carte. Et c'est vrai que depuis 2000, ça a été un peu le sommet du chèque. Depuis 2000, on observe une baisse régulière et continue de l'usage du chèque. Et cette baisse, elle s'est accélérée depuis 5 ans, autour de moins 10% par an, et sans pouvoir encore révéler des chiffres, mais il est certain qu'en 2020, cette baisse s'est encore accélérée plus fortement. Malgré tout, le chèque, c'est un peu une exception en Europe de la France dans le paysage des moyens de paiement. Même en 2020, le chèque a véhiculé encore plus de
de montant que la carte bancaire. Et cela s'explique notamment par l'absence de plafond sur le chèque. Le montant moyen d'un chèque en France, c'est aux alentours de 500 €, donc c'est largement plus que le montant moyen d'une transaction par carte bancaire. Et puis, il reste reconnu, le chèque, comme un moyen de paiement assez simple, assez familier, accessible et universel. Alors, forcément, il a quelques défauts. C'est un moyen de paiement physique qui s'accommode moins des usages à distance et notamment le e-commerce. Mais il ne faut pas oublier que le chèque est associé à une grande diversité d'utilisateurs. On pense souvent aux particuliers pour le paiement des associations, mais le chèque est encore utilisé dans la sphère interentreprise par les associations et les professionnels. Et parmi ceux-là, il y a une partie qui ne sont toujours pas équipés pour diverses raisons économiques ou de confiance d'un terminal de paiement pour accepter la carte. Donc, le chèque résiste, même si après la crise, la baisse de son usage va très probablement s'accélérer. Merci Pierre. Alors peut-être Corinne, vous pourriez peut-être répondre aussi à cette question. Je vous invite tous à répondre. N'hésitez pas à prendre la parole pour cette première question. Oui, merci Sophia. Et donc, en complément de ce que disait Pierre, il faut voir aussi en fait le chèque comme un moyen de paiement lié à l'inclusion. Et à ce titre, en fait, la Banque de France veille à ce que l'ensemble de nos concitoyens aient une liberté de choix en matière de moyens de paiement pour pouvoir utiliser ceux qui leur conviennent le mieux. Merci Corinne. Peut-être Jean-Michel, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur la Oui, non, mais avec plaisir. Je pense que nous, on avait fait un petit sondage au départ du groupe de travail de l'OCNP sur les usages du chèque. On s'est aperçu quand même qu'il y avait des enseignes de bricolage, par exemple, dans lesquelles l'usage du chèque représentait encore jusqu'à 14% du total des paiements. Alors ça, c'est peut-être lié à un usage petit professionnel, sans que le mot petit ait un caractère péjoratif. C'est lié à des questions de montant sur les plafonds cartes bancaires qui sont souvent méconnus, alors qu'avec le chèque, le plafond, on n'en connaît pas. Et puis évidemment, mais ça on l'a pas dit, je crois, il y a quand même un aspect générationnel, c'est-à-dire que on est un pays qui vieillit, mais nos anciens, c'est une bonne nouvelle, sont encore là et eux, ils sont habitués au chèque. Et on sait que l'usage des moyens de paiement, c'est quelque chose de très stable. Alors, on a connu, bien sûr, l'épisode Covid qui rebat un peu les cartes, mais dans le temps, tout ça évolue extrêmement lentement. Et à partir du moment où il n'y a pas de volonté publique ou privée de s'en passer, pourquoi ne pas continuer ? Hélène, peut-être, ou Jean-Louis? Alors, moi, ce que je pourrais dire, c'est que dans ce contexte, bien le rôle du service vérifiant dont on parlera un petit peu après, c'est de faciliter les usages et d'aider à la sécurisation, et on va en parler tout à l'heure. Et dans ce contexte-là, la consultation donc du fichier national des chèques irréguliers de la Banque de France, auquel nous offrons l'accès, nous proposons l'accès, et je dirais la pierre angulaire, si je puis dire, d'un usage sécurisé pour tous et en particulier pour les bénéficiaires de chèques. Merci Hélène. Alors, je vous propose de partager mon écran puisque on va quand même vous présenter quelques chiffres. Nos speakers vont pouvoir commenter les slides. Donc voilà, je partage mon écran. Je pense que vous devez le voir correctement dorénavant. Non? Vous voyez bien? Oh, très bien. Parfait. Alors, justement, que représente finalement la fraude chèque ces dernières années, si on prend entre 2016 et 2020, par exemple? Oui, alors, Sophia, là pour le coup, comme c'est un peu un teasing, les chiffres de l'Observatoire sur 2020 vont être publiés le 6 juillet, donc je reste sur les chiffres jusqu'à 2019 de la fraude chèque, mais
vous verrez que ce que je dis aujourd'hui à partir des chiffres de 2019 sera pas démenti par les chiffres 2020. Alors, la première chose à savoir sur la fraude au chèque et comment on la comprend, nous, côté Banque de France, la fraude au chèque, c'est une partie seulement des impayés sur chèque. La fraude au chèque, c'est essentiellement tous les usages illégitimes d'un chèque par un tiers, généralement. Et par exemple, un chèque sans provision, ce n'est pas considéré comme de la fraude chèque dans les statistiques de l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement. Alors, ce qu'on voit, c'est très clairement, on fait la comparaison entre les différents moyens de paiement en haut à gauche, c'est que depuis 2016, le taux de fraude sur le chèque augmente régulièrement et il a dépassé en 2019 celui de la carte. Ça restera vrai en 2020. Il y a deux raisons à cela. Il y a d'abord un effet dénominateur. L'usage du chèque baisse, donc ça augmente mécaniquement le taux de fraude, et un usage numérateur où on a quand même, on avait en 2019 540 millions d'euros de fraude au chèque. Et ce qui est intéressant de voir, et si on voit un tout petit peu plus loin dans les statistiques sur la fraude chèque, c'est que la fraude chèque, le montant moyen d'un chèque fraudé, c'est 2 940 euros. Alors, on verra peut-être plus tard que c'est pas uniquement, ça veut dire qu'il y a de la fraude chèque qui n'est pas forcément, il n'y a pas que des chèques utilisés dans les magasins et auprès des commerçants. 2 940 euros, c'est quand même très élevé comme montant de transaction. Mais ça veut dire que la fraude chèque, contrairement à la fraude carte, c'est une fraude qui est assez faible en nombre. Il y a 180 000 chèques fraudés en 2019. Mais quand il y a une fraude sur un chèque, c'est des montants importants. Voilà, 3 000 euros de fraude de montant moyen pour un chèque frauduleux à comparer à un montant moyen du chèque de 500 euros. Donc voilà, depuis l'évolution majeure depuis 2016, et c'est ce qui nous a conduit, côté Banque de France et Observatoire, à se poser la question, en fait, qu'est-ce que cachent ces chiffres et qu'est-ce qu'on peut faire en la matière? Tout à fait. Merci beaucoup d'avoir commenté ces chiffres, Pierre. On a hâte d'avoir les chiffres 2020. Quel constat finalement on peut faire suite aux travaux justement de l'Observatoire? Qu'est-ce qui vous interpelle concrètement dans cette lutte contre la fraude, Pierre? Je pense que côté Banque de France, il est certain que vu la baisse de l'usage du chèque qui est rapide et qui s'accélère en 2020, c'est pas le moment d'engager de grandes révolutions. Ce n'est plus possible, très concrètement, d'engager de grandes révolutions sur ce moyen de paiement. L'important est et je crois que les travaux de l'Observatoire vont le montrer, c'est que des choses sont possibles dans un cadre réglementaire, législatif constant pour mieux lutter contre la fraude chèque. Et l'objectif des travaux de l'Observatoire, c'est non seulement d'adresser des recommandations à l'attention des professionnels de la filière, mais c'est aussi de susciter d'une certaine façon un électrochoc du côté des personnes qui utilisent encore le chèque, et on souhaite préserver cette liberté-là pour qu'elles fassent plus attention à certains aspects quand elles émettent un chèque ou quand elles en acceptent un. Donc, des choses sont possibles malgré un moyen de paiement dont l'environnement général est contraint. Merci Pierre. Jean-Michel, d'un point de vue justement commerçant, vous parliez tout à l'heure d'un problème générationnel, un problème de formation. Comment est-ce que justement vous êtes interpellé par cette lutte contre la fraude chèque? En fait, tout à l'heure, quand je parlais de générationnel, je parlais surtout des utilisateurs du chèque. Mais on a clairement aussi le même problème générationnel, à la fois dans les commerces et puis dans les établissements bancaires. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que le temps passe et comme on n'a pas forcément beaucoup mis l'accent sur ce moyen de paiement, on perd de la compétence. C'est-à-dire on perd de la compétence au niveau des collaborateurs qui partent à la retraite souvent et avec leur socle de compétences. Et souvent, les
gens qui les remplacent, en fait, n'ont pas un usage quotidien. On voit très bien que dans le personnel de vente et d'encaissement, par exemple, il y a bien sûr, et c'est très bien, beaucoup de jeunes. Et ces jeunes, eux-mêmes ne sont pas forcément utilisateurs du chèque. Voilà. Donc ça c'est un peu le contexte. C'est-à-dire qu'on a clairement, je pense, au global, un problème de perte de compétences, par exemple, qui aujourd'hui sait parfaitement vérifier la validité d'une pièce d'identité. Moi je me souviens quand j'étais directeur de magasin, on faisait des formations très régulièrement sur ce sujet avec des spécialistes et ça nous aidait beaucoup. Et donc, indépendamment du fait que grâce à Internet, la fraude se facilite parce qu'on y trouve nombre de tutos qui permettent aux fraudeurs de contourner d'éventuelles barrières, on a ce sujet qui est revenir sur les fondements que je reviendrai tout à l'heure. Merci Jean-Michel. Jean-Louis, vous voulez peut-être rebondir sur ce constat que vous faites? Oui, volontiers. En fait, je ferai un petit peu la synthèse des éléments évoqués par Pierre et par Jean-Michel. Donc, globalement, quand on parle de fraude et quand on regarde effectivement, nous, de notre côté, puisqu'on est là pour proposer le service vérifiance, donc de consultation du FNCI, qui est un pilier quand même des moyens pour pouvoir lutter le plus efficacement possible contre la fraude. Bon, il y a les éléments de formation dont vient de parler effectivement Jean-Michel. Il y a le fait qu'effectivement, donc, nous, on le constate, la fraude, bien sûr, touche bien sûr les enseignes pour lesquelles les paniers moyens sont relativement représentatifs et élevés, puisqu'il est clair que certaines enseignes dans le snacking ont évité d'accepter le chèque parce que les montants sont très, très faibles. En revanche, on le voit, on le constate sur les métiers du BTP, sur l'alimentaire encore, sur l'électroménager. On a encore effectivement des montants relativement importants. Et là, on constate, par notre expérience, quand ces commerçants sont abonnés, qu'ils ont effectivement un manque aujourd'hui d'habitude à former leur personnel à l'usage effectivement donc de l'acceptation du chèque, des vérifications dont vient de parler encore Jean-Michel, et je dirais même vis-à-vis du service que nous commercialisons, le fait même que globalement ils ont une absence entre guillemets de curiosité sur les éléments, les informations qu'on leur transmet pour être, je dirais, en meilleure capacité d'appréhender les risques auxquels ils font face. Merci Jean-Louis. Alors, je vais vous partager donc quelques chiffres et j'aimerais donc, avant qu'on parle de chiffres, que Pierre, vous puissiez quand même nous rappeler les typologies de fraude que vous listez. Je crois qu'ils sont au nombre de 4 et pour nous rappeler un peu ce qu'on entend aussi par derrière la lutte contre la fraude chèque. Oui, alors ces graphiques que vous avez en bas là, de l'écran, bon, effectivement, habituellement, à l'Observatoire, on distingue 4 grandes typologies de fraude sur le chèque. La principale, c'est le vol ou la perte de formule vierge. Et la personne utilise ensuite cette formule vierge, elle la remplit elle-même auprès d'un commerçant en le remettant directement à l'encaissement. Ensuite, on a la falsification. La falsification, c'est un chèque qui est régulièrement émis par l'émetteur, mais ensuite, le fraudeur l'intercepte et en modifie le montant ou le bénéficiaire en grattant, en gommant, en le trempant dans des agents chimiques la formule. Et puis la contrefaçon, c'est un faux chèque qui est fabriqué de toutes pièces en fait par des personnes qui ont réussi à comprendre comment un chèque devait être fabriqué et à quelles normes il devait répondre. Mais en fait, le problème de cette appréhension de la fraude, c'est qu'on sait les techniques de fraude, mais on ne sait pas comment ensuite ces chèques frauduleux sont utilisés. Et c'est un peu ce qu'on a voulu faire à l'Observatoire. Et c'est un petit peu une des conclusions de l'étude qui sera publiée le 6 juillet, c'est qu'une majorité en fait de ces chèques frauduleux sont utilisés directement pour être remis à l'encaissement. Alors soit sur des comptes ouverts par un fraudeur sous une fausse identité, mais le plus souvent en fait par l'intermédiaire de personnes qui se font recruter et qui se font escroquer contre la promesse d'une rémunération ou qui sont un petit peu victimes de chantage affectif
qui vont encaisser des chèques, virer les fonds encaissés aux fraudeurs, et puis au bout de quelques jours, finalement, le chèque revient impayé, elle se retrouve alors à découvert. Donc ça, c'est une grande partie de la fraude au chèque. Et à côté de ça, il y a une fraude qui est quand même importante et que peut-être plus traditionnelle, c'est tout simplement les chèques, la fraude au chèque, des chèques qui sont utilisés auprès de commerçants, auprès de particuliers, dans le cadre de vente entre particuliers, quand on vend sa voiture d'occasion, etc. Mais il faut effectivement avoir en tête, et c'est un des axes principaux de l'étude de l'OSLP, la part importante des remises frauduleuses de chèques directement à l'encaissement. Et à ce moment-là, c'est l'établissement bancaire qui est en première ligne contre la fraude au chèque. Merci Pierre, c'est très clair. Je voudrais vous partager quelques remarques que j'ai eues dans le Q&R. Alors pour les remarques, essayez de les mettre dans le bouton converser, mais j'ai tout de même les partager. Philippe Coiffard qui dit que 84% des chèques émis dans la zone euro sont français, soit à peu près plus de 78% des chèques émis dans la zone CEPA. Et il nous indique que le dépassement de la fraude au chèque en regard de la carte se constate uniquement sur les montants. En volume de transactions, le rapport est totalement inversé. 92% des transactions frauduleuses en volume sont liées à la carte, plus de % si l'on ajoute les retraits. Peut-être un retour suite à cette remarque. Non, je vois que tout ça est parfaitement juste. Sur les statistiques, c'est des compléments très utiles. Je vois une question aussi de Nicolas Malherbe pour le montant, les chiffres de 539 millions. Effectivement, c'est de la fraude brute. Donc effectivement, il y a une partie qui parvient à être déjouée par les établissements bancaires. Le 1,2 sur 10 000, c'est effectivement un petit peu plus. J'ai pas le chiffre en tête, mais c'est plus élevé pour les transactions carte bancaire. Et après, pour la question de… Alors, Jean-Michel Girard, on va peut-être la poser devant tout le monde, comme ça chacun aura aussi la réponse adéquate. Le chèque est-il encore utilisé en vente à distance, non sécurisé, par lettre avec bon de commande, par exemple, sur certaines enseignes? Et si oui, est-ce une proportion importante de fraude ou est-ce uniquement de la fraude en proximité? Une réponse peut-être à Jean-Michel? Ouais. Oui, moi je pense très peu. Mais il y a quand même des cas. Tout à l'heure, je faisais allusion aux artisans, etc. Enfin bon, il y a là des professions qui travaillent avec une facturation et un paiement décalé. Entretien de chaudière, serrurier, parfois plombier, etc. Donc là, il y a bien cette étape où en fait le chèque va se promener par courrier et donc il est susceptible d'être détourné. Mais pour ce qui est vraiment du commerce de détail, je pense que c'est un usage et une fraude minime, mais peut-être que le point il soulève un de mes chevaux de bataille principaux dans ce sujet du chèque, c'est que si on veut pouvoir agir avec efficacité, on a besoin de préciser justement les lieux et les conditions de la fraude, d'être plus précis en fait que ce qu'on l'est aujourd'hui pour pouvoir mieux cerner les endroits où on peut agir. Merci Jean-Michel. Alors je vous propose de plutôt parler chiffres clés 2020. Donc je propose d'avoir un chiffre assez global du fichier national des chèques irréguliers. Donc, je ne sais pas si vous voyez toujours mon écran, mais a priori, vous allez voir passer la slide suivante. Corinne, peut-être vous pourriez nous partager ces chiffres. Oui, tout à fait. Donc, au niveau de la base du fichier national des chèques irréguliers, nous recensons, nous avons en stock 88 millions d'informations. 84% en fait portent sur des informations relatives à des comptes détenus par des personnes qui sont en interdiction d'émettre des chèques. D'abord, c'est pas 84%, excusez-moi, c'est 7%. 84% en fait portent sur des données de comptes qui ont été clôturées et 9% des informations portent sur des chèques qui ont été mis en opposition suite à une perte ou un vol.
En 2020, donc, ce sont 46 millions de chèques qui ont été consultés au travers du service Vérifiance. Et sur ces 46 millions, 396 000 en fait ont été détectés comme irréguliers. Peut-être, Hélène, souhaitez-vous poursuivre? Oui, ce qu'on pourrait ajouter, c'est que, bien évidemment, l'année 2020 est une année complètement atypique. Pierre a souligné qu'il y avait une accélération, je dirais, du désusage, si je puis m'exprimer ainsi, du chèque. Donc, en termes de consultation, nous sommes dans une année qui est je dirais, un peu différente des années précédentes où on constatait une baisse régulière, certes, mais moins importante. Le début de l'année 2021 montre qu'il y a un regain de consultation, donc probablement un regain de l'usage du chèque. C'est je dirais, la première des choses. Si je reviens à 2020, quand Corinne parle de 46 millions de chèques consultés, c'est donc au travers du service Vérifiance, donc pour la consultation du FNCI. Et vous avez l'affichage des typologies, je dirais, de chèques irréguliers dans le petit schéma. Je pense que ce qui est aussi important quand même pour montrer la légitimité du service, c'est que ça représente, ces 396 000 chèques irréguliers détectés, ça représente environ 121 millions d'euros d'impayés évités, ce qui est non négligeable. Je pense que chaque commerçant représenté par Mercatel ou chaque professionnel en conviendrait. Et puis, on va parler aussi d'une des fonctionnalités, un petit peu plus avant dans l'entretien, d'une des fonctionnalités du service, qui est l'utilisation de l'information multichèque dans la réponse Vérifiance. Et là, c'est 12 millions, je dirais, complémentaires d'euros qui sont détectables. Ce sont des chèques flambants. Jean-Louis vous expliquera tout à l'heure ce que c'est. Et c'est aussi une alerte, en fait, en point de vente, ou pour le professionnel, c'est une alerte pour se dire, le chèque est vert, certes, et on parlera des couleurs tout à l'heure. Le chèque est vert, mais il y a une activité un peu trop importante sur le compte pour que je puisse prendre le risque de l'accepter, d'accepter le chèque. Donc, c'est, je dirais, un apport, on parlait de pilier ou de pierre angulaire, c'est un apport non négligeable, je dirais, à la sécurisation de l'utilisation du moyen de paiement chèque. Merci Hélène. Peut-être que Jean-Louis, vous voulez rebondir ou donner une précision? Oui, une petite précision. Donc, effectivement, l'année 2020, comme on l'a évoqué, on a bien subi un désamour du chèque pour les raisons connues, mais il y en a une aussi, effectivement, dont il faut rappeler. Je pense que tout le monde a essayé de bannir, pour des raisons sanitaires, le papier et de passer, si possible, sur du sans contact. Bon, je pense que après cette période très difficile, on voit quand même que, comme le disait Hélène, il y a un retour, je ne veux pas dire en grâce, mais en tous les cas, il y a un réusage plus régulier du chèque depuis quelques mois. Et je dirais une petite chose, effectivement, tout à l'heure, Pierre l'évoquait, dans les typologies de fraude, je pense que l'usage de chèques sur compte clos, en fait, est quelque chose qui passe très souvent un peu sous silence. Mais quand on regarde effectivement la constitution même du FNCI avec 84% des données qui sont constituées effectivement de comptes clôturés, on sait par ailleurs que il n'est pas rare quand même que certaines personnes retrouvent un chéquier par hasard d'une personne décédée ou peu importe, et vont tenter effectivement de l'utiliser. Donc je pense que dans nos réponses, effectivement, les fameux 6% de réponses rouges associées, on va dire, à cet usage-là, sont aussi effectivement à mettre en avant, sachant que de plus, les banques sont dans l'obligation d'alimenter le FNCI dans des délais très brefs, puisque à partir du moment où une clôture de compte est faite, le FNCI est renseigné dans les heures qui suivent. Donc, je pense qu'il y a une efficacité, une efficience que le FNCI permet d'apporter effectivement pour lutter contre ces usages. Voilà, pour compléter un tout petit peu les informations.
Et pour répondre à une question de Nicolas Sautreuil, je crois, donc le nombre de chèques irréguliers détectés de 396 000, c'est le nombre d'impayés évités par l'usage vérifiance de la consultation du FNCI. Est-ce que je pense répondre à avoir répondu à cette question? Merci Hélène, vous avez bien fait. Effectivement, on a pas mal de questions et de remarques. On va les donner en temps réel pour que ce soit interactif avec nos participants. William Ludger nous dit qu'au-delà de l'impact client et commerce, quel serait le coût estimé par la Banque de France pour l'arrêt du chèque en France? Voilà, c'est une question. Si vous avez envie de lui répondre, je vous en prie. On ne se pose pas la question. En fait, notre mission, c'est d'assurer la sécurité de tous les moyens de paiement, pas d'étudier les conséquences, les coûts de l'arrêt du moyen de paiement. En tout cas, on ne s'est pas posé cette question-là dans le cadre des travaux de l'Observatoire et on ne se la posera pas à l'avenir. Donc, on ne se pose pas la question. Jean-Marc Zetoun nous pose la remarque suivante. Les banques ne remboursent pas ses clients victimes de falsification du nom du bénéficiaire, prétendant que la responsabilité est due à la banque du bénéficiaire, non échange. C'est une remarque. Est-ce que vous avez une réponse à lui donner ou rebondir sur sa remarque? C'est très compliqué les conditions de remboursement sur le chèque en cas de fraude, parce qu'effectivement, c'est des dispositions qui ne sont pas couvertes par la deuxième directive européenne sur les services de paiement. Je pense que c'est vraiment du cas par cas à voir avec la banque en fonction de la typologie de fraude pour voir quelles sont les responsabilités. Merci Pierre. Et puis on en prend une dernière et on laissera les autres questions pour la suite. Philippe Agoguet, 46 millions de chèques consultés sur 1,3 milliard de chèques, c'est infime. Avez-vous simulé ce que cela donnerait plus de consultations en termes de réduction de la fraude? Peut-être pour vous Hélène ou Corinne Alors, évidemment, là, il y a un cercle vertueux qui serait comment dirais-je, très, très bienvenu, mais il y a tout un ensemble de chèques qui peut être considéré comme non nécessaire de consulter parce que le bénéficiaire connaît l'émetteur du chèque et c'est un nombre non négligeable de chèques. Mais bien évidemment, plus il y a de consultations, plus cela permet, je dirais, de consolider un système qui est un système national qui permet, je dirais, notamment dans le cadre de l'information multichèque sur laquelle on reviendra, de pouvoir avoir un ensemble d'informations complémentaires pour pouvoir arrêter encore plus de chèques irréguliers. Oui, peut-être une petite remarque, Hélène. Un complément, c'est qu'effectivement, il y a aussi une autre problématique, c'est qu'aujourd'hui, le service n'est pas utilisé par, on va dire, suffisamment de commerces, de TPE, de PME, etc., parce qu'ils connaissent pas suffisamment bien le service. Et là, bon, c'est notre rôle, effectivement, que de faire entendre l'intérêt du FNCI et de Vérifiance pour justement amoindrir cette fraude qui pour une partie peut être effectivement annulée par la consultation. Et donc, ces chiffres, effectivement, sont peu représentatifs, mais ils sont effectivement le symbole sur la base des clients abonnés de quelque chose de complètement représentatif. Et je dirais que le ROI est en règle générale très, très, très bon pour les abonnés du dispositif. Merci Jean-Louis. D'ailleurs, excuse-moi Sophia, mais d'ailleurs, c'est quelque chose que je n'ai pas dit, c'est que bon, dans le petit sondage qu'on avait fait auprès des adhérents de Mercatel, qui sont principalement des enseignes, sur leur évaluation de la fraude au chèque, donc au moment du lancement du groupe de travail de l'OSMP, ils ne voyaient pas vraiment, en tout cas de dégradation, qui soit du niveau d'ampleur que de celui qui est globalement observé. Or, ces enseignes, alors directement ou indirectement, elles sont, pour celles qui acceptent le plus les chèques, elles sont quasiment majoritairement équipées d'outils qui permettent de vérifier certains éléments. Donc, ça tendrait à dire que, mais là encore, on manque un peu d'informations, mais je me lance, qu'il y a un effort de, entre guillemets, recrutement à faire auprès de
professionnels qui acceptent le chèque, mais qui ne connaissent pas ou n'utilisent pas les outils qui existent aujourd'hui. Merci Jean-Michel. Je pense qu'on va aborder la question de justement comment on a lutté contre la fraude ces dernières années et justement quel est le rôle de chacun pour un peu rebondir sur ce que vous dites, Jean-Michel. Pierre, peut-être, comment justement ces dernières années on a lutté et quel est le rôle un peu de chacun? Alors déjà le rôle de la Banque de France, même si on connaît votre rôle par le biais de votre introduction tout à l'heure, mais concrètement, comment on a fait? Non, mais le rôle de la Banque de France, c'est un rôle de régulateur, de surveillance sur la sécurité de tous les moyens de paiement. Et puis, ça vient à côté du rôle que représente Corinne, de teneur du fichier national des chèques irréguliers. En fait, jusqu'ici, comment on a lutté contre la fraude au chèque? Avec des outils qui étaient valables hier et qui seront valables demain. Et c'est vrai que pour rebondir sur ce qu'on disait à l'instant, le fichier national des chèques irréguliers, c'est un outil de place qui existe depuis des années et qui reste absolument très utile pour lutter contre la fraude au chèque. Parce que en fait, il catégorise dans sa base de données à la fois les chèques volés, mais aussi les chèques contrefaits. Et ce sont deux typologies de fraude qui sont utilisées pour des règlements en magasin. Or, c'est vrai que ce qu'on voit, c'est qu'au fil des années, la contribution des interrogations au FNCI dans la lutte contre la fraude, c'est peut-être amoindri au fil des années, peut-être parce que, d'une part, pour que le FNCI soit pleinement efficace, il faut qu'il soit correctement alimenté. Et ça, c'est vraiment de la responsabilité des clients. C'est-à-dire, il faut absolument mettre en opposition ces chèques une fois qu'on se rend compte qu'ils ont été volés et être assez réactif en ce domaine. Et d'autre part, pour que le FNCI soit pleinement valorisé, et c'est le sens, un des messages principaux de l'étude de l'Observatoire, il faut qu'il soit plus largement consulté. Et c'est vrai que le chiffre donné tout à l'heure donne l'impression d'un très faible usage du FNCI. Alors, on n'ira jamais à 100% parce que tous les cas d'usage ne sont pas éligibles au FNCI, mais il est certain que c'est un outil de place qui existe et qu'il faut absolument plus utiliser pour se prémunir de la fraude chèque. Merci Pierre. Corinne, vous pouvez peut-être rebondir pour nous parler justement du FNCI et de sa mise en place par le législateur. Oui, donc la mise en place a été décidée par le législateur dans les années début 90 et l'objectif effectivement était vraiment de protéger en fait les bénéficiaires de chèques sur le risque en fait de retour impayé du chèque, que le chèque soit tiré sur un compte en interdiction bancaire, un compte clos ou bien parce que le chèque avait été mis en opposition. Et comme le disait Pierre, nous avons aussi en base des informations relatives aux faux chèques. Donc en fait, ce fichier est alimenté par les établissements financiers. Et donc derrière, au niveau de la Banque de France, nous retraitons les informations pour les transformer en fait en ligne CMC7, qui correspondent à la ligne qui est sous le chèque, et qui permet derrière pour alimenter la base vérifiance et qui est utilisée pour procéder à cette vérification. Je voulais du coup profiter aussi de mon intervention pour répondre à une question qui a été posée précédemment, pour savoir en fait si aujourd'hui l'accès à la consultation du FNCI restait réservé aux bénéficiaires de chèques. Donc à l'heure actuelle, oui. Mais effectivement, nous travaillons pour pouvoir en fait ouvrir la consultation en fait du FNCI également aux banquiers remettants de chèques. Merci Corinne. Et puis comme ça, vous avez répondu à la question de François de Lavenue. Hélène, vous voulez peut-être compléter par rapport justement… Oui,
Juste une petite chose sur l'alimentation de Verifiance en complément. Nous recevons donc les données de mise à jour toutes les 10 minutes ou tous les quarts d'heure. Donc, c'est une alimentation qu'on peut considérer comme du temps réel et ça, c'est très important. Hein. Il n'y a pas de délai, je dirais, ou très peu de délai entre le moment où l'information rentre dans le FNCI et le moment où elle est disponible sur la base de consultation Verifiance. Merci Hélène. Jean-Michel, vous vouliez rebondir? Non, c'était pas pour nous. Non. D'accord, très bien. Merci à vous. Alors justement, nous avions ces dernières années l'habitude de lutter contre la fraude avec des dispositions d'authentification du payeur, innovants. Est-ce qu'il est plus difficile d'intégrer des nouvelles technologies sur un support papier comme celui du chèque? Ouais, je vais bien répondre à cette question. Ça me permettra de rebondir sur quelques remarques que je vois dans les questions-réponses. En fait, c'est effectivement, le chèque, c'est un moyen de paiement physique. Mais ça ne veut pas dire que les nouvelles technologies n'ont pas leur place dans la lutte contre la fraude. Et on le voit bien que, notamment contre les remises frauduleuses de chèques, les outils de scoring développés par les banques avec leurs prestataires ont une efficacité certaine pour détecter les remises de chèques atypiques, temporiser les encaissements, demander la copie du chèque pour approfondissement du contrôle le cas échéant. Donc, les nouvelles technologies, notamment dans la sphère interbancaire, c'est très utile. Mais c'est aussi très utile, et là, je veux aussi insister là-dessus, dans tous les outils de type Verifiance, mais aussi proposés par d'autres sociétés spécialisées dans la lutte contre la fraude au chèque, qui vont utiliser la consultation du FNCI comme l'un des critères, mais qui vont compléter ce critère de consultation du FNCI d'autres critères de temps, de nature de la transaction, du panier, etc., pour positionner des aides de décision auprès des commerçants pour accepter ou non le chèque. Donc, ce sont des outils et on pense que c'est absolument très utile parce qu'une fois effectivement que le chèque est accepté, que la marchandise est partie, eh bien c'est trop tard après pour récupérer le coût. Donc, les nouvelles technologies dans la fraude au chèque ont toute leur place c'est l'une des conclusions de l'Observatoire, c'est d'encourager en fait le développement de ces outils de scoring tant au niveau des banques qu'au niveau des commerçants. Merci Pierre. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait rebondir avant de passer à la deuxième partie qui est donc la lutte contre la fraude dans le monde de demain? On pourrait ajouter, je dirais, au titre de Verifiance et en termes de technologie, bien d'une part la consultation c'est du temps réel 24/24, 7/7, haute disponibilité et donc ça s'appuie sur une technologie, je dirais, très pointue et d'autre part également en termes de possibilités de consultation et de mode d'accès. Vous pouvez consulter avec un smartphone, vous pouvez consulter avec une tablette, vous pouvez consulter par Internet ou via web service et vous pouvez aussi consulter au travers d'un TPE ou d'un lecteur de chèques. Donc, la technologie autour de ce support papier a absolument toute sa place et les évolutions également. Merci Hélène. Alors rapidement, on passe à la deuxième partie parce que les questions ont été nombreuses ce soir et je pense qu'on va grignoter sur les 45 minutes, c'est même probable. Rappelez-nous un peu les grands phénomènes de fraude suite justement à votre étude et donc quelle est l'évolution finalement de demain dans la lutte contre la fraude? Est-ce que vous pourriez nous parler aussi notamment des évolutions du protocole CHPN? Peut-être Pierre, Corinne, Hélène, comme vous voulez. Oui, enfin comme introduction, effectivement, dans les chèques qui sont utilisés auprès des commerçants, c'est essentiellement les chèques volés et des chèques aussi contrefaits, fabriqués de toutes pièces. En tout cas, on a eu des échanges avec la police qui étaient très intéressants et qui remontaient des filières de faussaires qui agissaient sur le darknet et qui fabriquaient, qui vendaient des prestations de faux chèques.
et simplement contre le chèque contrefait. La contrefaçon de chèque qui avait beaucoup augmenté en 2019, alors c'est retombé à des niveaux plus raisonnables en 2020, mais on reste attentif. On a identifié cette action possible sur le protocole CHPN. Je vais laisser les autres conférenciers préciser cette évolution-là, donc qui doit permettre de fournir un indicateur supplémentaire pour identifier les chèques contrefaits en ligne de caisse. Oui, ben, je vais prendre le relais. Donc, au niveau du FNCI, on est en capacité en fait d'opérer un contrôle en fait au niveau de la clé RLMC qui est lue au niveau de la ligne CMC7 et d'afficher cette information, ce qui permet en fait aux bénéficiaires de chèques de regarder s'il y a un écart en fait entre ce qui lit sur le chèque et ce qui lui est restitué par le terminal. Aujourd'hui, en fait, cette information, on était en capacité de la remonter via une consultation directement sur Internet ou via smartphone. Et donc, en fait, c'est bien tout l'objet de l'évolution du protocole CHPN de pouvoir en fait diffuser cette information vers l'ensemble en fait des abonnés au service Verifiance, quel que soit en fait le mode de consultation utilisé. En fait, si je prends le relais de Corinne, donc dans l'évolution du protocole qui concerne les champs 43 et 44, pour ceux qui sont familiers, le champ 43 étant utilisé par les prestataires comme les garantisseurs. Là, dans le slide que vous voyez, nous avons ciblé sur le champ 44, qui est la réponse FNCI Verifiance. Donc, c'est une évolution de la taille du champ, en fait, qui permet d'afficher donc le libellé de l'établissement teneur de compte sur 40 caractères entre donc des positions qui sont définies 23 à 62 et conserver également 8 positions libres pour pouvoir facilement prévoir d'autres évolutions en fonction des demandes et de l'évolution de la lutte contre la fraude. Donc voilà de quoi il s'agit. C'est une augmentation de la taille et de la position pour pouvoir afficher le libellé de l'ETC selon, donc de l'établissement teneur de compte, selon la nomenclature qui est tenue par la Banque de France. Merci Hélène. Alors justement, je vais vous poser une question pendant que vous prenez la main. Quelle bonne utilisation justement de ces évolutions du protocole CHPN pour lutter contre la fraude? Alors, Jean-Louis, j'aurais tendance à dire qu'effectivement, donc, tel que le slide le montre aujourd'hui, il y a tout un tas d'éléments complémentaires. C'est-à-dire qu'en fait, la réponse Verifiance, ce n'est pas uniquement une couleur, comme malheureusement beaucoup trop d'abonnés ou d'utilisateurs le pensent. Ça a été évoqué à quelques reprises dans le début de la conversation. Il y a effectivement la clé RLMC, comme vient de l'indiquer Corinne. Il y a quelque chose donc sur lequel je vais m'arrêter quelques instants. Depuis maintenant 7 ans, la CNIL nous a donné l'autorisation au niveau Verifiance, et donc c'est inscrit dans le FNCI, de gérer des bases de données concernant effectivement l'information multichèque. Alors l'information multichèque, comme vous le voyez sur ce slide, c'est 3 compteurs. C'est le compteur 1, C1, C2 et C3, donc qui sont disposés effectivement de façon un petit peu disparate, puisque dans un premier temps, il y a eu 2 compteurs qui ont été autorisés, puis un 3e sur une période un petit peu plus longue, comme c'est indiqué dans la légende en dessous. Et globalement, je ne reviens pas sur la signature, qui est juste une validation du fait que la consultation a eu lieu. Mais effectivement, donc, l'objectif aujourd'hui affirmé de Verifiance et de Mantis, c'est de faire en sorte que, comme l'a souligné Corinne tout à l'heure, c'est qu'on puisse apporter sur tous les moyens d'accès offerts aux abonnés ce libellé d'ETC, parce que, comme Pierre l'a évoqué, cette recrudescence, même si elle s'est un petit peu tassée en 2020, de la fraude et entre autres de la contrefaçon ou de la falsification, nous constatons avec nos abonnés, avec les prestataires de l'écosystème, qu'il est possible de détecter des faux chèques aujourd'hui, non inscrits au FNCI, parce qu'en règle générale, bien sûr, le faussaire va très très vite, mais pour autant, il n'a pas toujours les compétences nécessaires pour effectivement faire en sorte que la clé RLMC soit cohérente
avec celle que nous allons recalculer au niveau des serveurs. Et de la même façon, et c'est la grosse nouveauté effectivement 2021 par rapport à cette évolution du protocole, c'est la possibilité de rajouter ce champ lié, enfin ces caractères, ces 25 caractères, ces 40 caractères, pardon, liés à l'établissement teneur de compte, parce que là aussi, on peut constater régulièrement avec nos abonnés et les prestataires qu'il est très souvent possible de deviner qu'un chèque a été falsifié quand on regarde la cohérence entre la vignette qui porte le nom d'une banque et le nom de l'établissement bancaire retourné par les serveurs vérifiants à partir effectivement de cette nouveauté, donc ce rallongement du champ en question. On peut préciser que cette fonctionnalité existe déjà dans d'autres canaux de consultation qui sont le smartphone et Internet. Donc, il s'agit de faire bénéficier l'ensemble de l'écosystème et tous ceux qui utilisent des lecteurs de chèques, tous ceux qui utilisent des TPE et donc tous ceux qui utilisent le protocole CHPN, les faire bénéficier de cet accroissement de sécurité et de lisibilité. Merci beaucoup. Alors justement, comme on parle d'évolution et de développement de nouveaux outils, quel calendrier à venir, notamment au niveau de la mise en œuvre des travaux qui seront diffusés, je crois, en juillet? Alors, pour ce qui concerne Verifiance, donc je vais répondre. Donc on peut d'abord dire en fait que cette évolution, elle vient donc d'une préconisation du groupe de travail au SMP, que l'association du paiement s'est emparée, je dirais, de ce sujet, puisque en moins de 3 semaines, il me semble, entre la première réunion et la réunion finale, l'évolution a été définie, validée, et la mise à jour du protocole a été faite et la mise à disposition. Donc, un grand merci, parce que je dirais vous avez été extrêmement réactifs et extrêmement à l'écoute. Et nous, dans ce contexte-là, on a enchaîné immédiatement sur les travaux. Donc, pour ce qui concerne Verifiance, les tests sont en cours, les développements sont faits, les tests sont en cours. Bon, c'est, je dirais, quelques jours de développement, beaucoup de tests de non-régression, bien évidemment, pour s'assurer que sur l'ensemble de la chaîne, tout va être transporté de la bonne façon. Il y aura un bac à sable, si je puis dire, dans tous les cas, un environnement de test mis à disposition de l'ensemble de l'écosystème qui le souhaite à compter du 15 juillet. Donc, c'est très bientôt, ce qui permettra à chacun de pouvoir, chaque intégrateur ou constructeur, de pouvoir tester le bon acheminement de la réponse jusqu'au serveur Verifiance. Et en fait, ce sont des évolutions très, très minimes. Je crois que les professionnels du domaine qui sont dans la salle ne me contrediront pas. Ce sont vraiment des évolutions qui ne sont pas consommatrices de temps, mais qui apportent un vrai supplément d'information, comme on vient de le voir. Oui, donc j'entends, Hélène, que l'investissement de la mise en œuvre est moindre. Jean-Louis, vous voulez peut-être rebondir justement par rapport à ces investissements à faire? Très, très brièvement, globalement aujourd'hui, les éditeurs de logiciels dans la monétique ont l'habitude, entre guillemets, de manipuler le protocole CHPN, qui est un protocole relativement basique. Et globalement, l'information multichèque dont je parlais tout à l'heure a été développée assez rapidement à la demande effectivement des grands comptes principalement qui attendaient cette évolution avec grande impatience. Donc, je pense que le fait d'avoir rallongé un champ pour être en capacité d'y mettre effectivement un libellé en clair d'un nom d'établissement que nous fournirons devrait pas être très problématique. En revanche, sur des terminaux autonomes très très simples, à mon avis, sur les solutions utilisées par les grands comptes avec des connexions entre la monétique et la caisse ou de monétique concentrée, il y aura effectivement un second travail à réaliser qui sera fait effectivement au niveau de la caisse, parce qu'il faudra effectivement récupérer ces éléments que la monétique sera susceptible de renvoyer avec l'information, avec ces 4 composantes telles qu'elle est présentée sur le slide, afin de pouvoir afficher très clairement
cette réponse sur les écrans au niveau des lignes de caisse. Parce que si ça, c'est pas fait, effectivement, ça restera quelque chose d'un petit peu gênant, dans la mesure où le commerce ne pourra pas profiter pleinement de cette évolution. Merci Jean-Michel. Oui, pardon. Je voulais juste ajouter, je pense que, excusez-moi Sophia, Jean-Michel l'a bien souligné tout à l'heure, il y a un élément important, hein, c'est une forme de perte de connaissance, je dirais, chez les commerçants ou certains commerçants et professionnels du chèque. Donc, il y a, je dirais, beaucoup de sensibilisation à faire pour pouvoir bénéficier pleinement de cette amélioration, donc auprès de tous ceux qui sont, je dirais, en ligne de caisse, hein, ou des professionnels qui sont amenés à accepter les chèques pour leur activité. Donc, on s'y est déjà employé, on va continuer, et je pense que là, c'est une coopération importante de tout l'écosystème qui est à mettre en œuvre, pas importante en termes de temps, mais juste importante en termes de dispositifs, je dirais, de diffusion. Merci Hélène pour ces compléments. Je voulais juste demander à Jean-Michel, justement, d'un point de vue commerçant, on se focalise sur l'évolution du protocole CHPN, mais quelles sont les autres pistes ou les autres mesures, Jean-Michel, justement, d'un point de vue commerçant, pour lutter contre la fraude de demain? Oui, et d'aujourd'hui. Non, mais moi, je pense vraiment là, avec d'une part le rapport de l'OSMB et puis cette évolution ultra rapide, mais du coup qui se fait conjointement du protocole, on doit pouvoir profiter d'un certain effet de buzz, hein, auquel tous les professionnels peuvent contribuer pour remettre l'accent sur un certain nombre d'éléments de base, reprendre le sujet du chèque. En tout cas, nous, on va faire cet effort de sensibilisation, resensibilisation des enseignes sur le sujet de la fraude et les méthodes qui permettent de la réduire. Donc, je pense que là, il faut qu'on profite, hein, parce qu'il n'y en a pas tout le temps, d'un espèce d'effet d'aubaine et de mise en lumière de ce sujet pour relancer la machine. On parlait tout à l'heure de la nécessité de faire des adaptations sur les systèmes de caisse, mais si on n'explique pas à l'hôtesse de caisse ou à l'hôte de caisse qu'est-ce qu'il doit vérifier et pourquoi, tout ça ne sert à rien. Donc, il faut remettre ça, recontextualiser. Et si possible, après évidemment chaque conseil choisit, hein, relancer les formations qui sont nécessaires. Merci beaucoup Jean-Michel. On a vraiment débordé aujourd'hui. Je vous propose de continuer encore 5 minutes. J'ai 2 questions à vous poser et on a reçu encore de nouveau 6 questions, donc peut-être les traiter d'ores et déjà. Et puis comme ça, on pourra clôturer un peu plus tard que prévu. C'est un sujet visiblement qui intéresse nos participants. Jean-Michel, je reste avec vous parce que justement, vous parliez donc de propager l'information de l'évolution du protocole CHPN. Mais comment justement, d'un point de vue communication, côté commerçant, comment bien déployer ces informations auprès des commerçants, selon vous? Écoutez, nous, on a l'habitude en tant que fédération professionnelle, hein, régulièrement d'attirer l'attention sur différents sujets, hein, en particulier sur les paiements. Quand on a l'opportunité avec le rapport de l'OSMP qui fait partie des communications qui sont quand même les plus regardées parmi ce que celle de Mercatel par nos centaines, voire nos milliers d'abonnés à nos newsletters ou à notre flash info, franchement, on va s'appuyer là-dessus pour faire levier. Bon, après, c'est clair que les commerçants, on les connaît, hein, c'est des gens très pragmatiques, hein, donc je pense qu'on devrait aussi, mais on en reparlera, faire un peu d'effort de chiffrage des ROI possibles. C'est-à-dire que, comme toutes les professions, mais je pense particulièrement vrai dans le commerce,
les gens font l'effort s'ils pensent que dans l'année qui vient, ils vont être récompensés de cet effort. Bon, il y a beaucoup de sollicitations du point de vue des systèmes d'information. Ce n'est pas simplement les systèmes de caisse, mais c'est en particulier les systèmes de caisse et de paiement. Donc, il faut arriver à se mettre dans à convaincre, en fait, à convaincre les enseignes qu'elles ont quelque chose à gagner. Et c'est à ça qu'on va s'employer. Merci Jean-Michel. Et bien, comme effectivement les commerçants sont pratico-pratiques, dernière question très pratico-pratique. Quel rôle l'écosystème doit jouer justement pour lutter contre la fraude et quelles sont dans les grandes lignes, rappelez-nous, les recommandations que vous faites donc dans cette étude au sein de l'OSMP. Jean-Michel, peut-être vous voulez rebondir tout de suite ou peut-être Jean-Louis, Corinne? Alors, non, il y a beaucoup d'éléments dans l'étude de l'ESMP. Bon, il y a des éléments pour les consommateurs, par exemple, et on voit que même en avance de phase, certains établissements bancaires, là, par exemple, BNP Paribas vient de communiquer à l'ensemble de ses clients sur 2 pages très bien faites, j'ai trouvé, enfin bon, sur l'usage du chèque, de ce dont quoi il faut se méfier, etc. Franchement, c'est bien que des établissements bancaires prennent ce genre d'initiative. Donc, il y a des éléments de communication, puis il y a des éléments de système d'information. Alors, il y en a certains qui ont été évoqués. On a décidé, je pense que c'est une très bonne chose, de pérenniser le groupe de travail sur le chèque. Ça doit nous donner, pour moi, à la fois l'occasion de, vérifier que les préconisations, toutes les mesures qui sont proposées rentrent progressivement en vigueur. Et puis aussi, peut-être, et encore une fois, je sais que Pierre, il va finir par en avoir assez que je lui répète ça, d'affiner nos diagnostics. Je voyais tout à l'heure une question de Vincent de Piester, le trésorier de Casino, qui disait, mais est-ce qu'on connaît la part de fraude entre personnes morales? Eh ben non, on ne la connaît pas. Donc, c'est vrai que c'est un peu gênant, parce que ne serait-ce que cet élément-là, qu'on pourrait obtenir à partir de sondages, ça pourrait nous donner des pistes. Je crois que, je rebondis sur ce que dit Jean-Michel. C'est effectivement la publication de l'étude de l'OSMP a quand même vocation à susciter un électrochoc pour se dire il ne faut pas oublier le chèque et il y a un sujet de la fraude au chèque. Après, effectivement, c'est un effort qui doit être maintenu dans le temps. Le groupe de travail sur le chèque, il est pérennisé. Et je crois que ce qui est important sur les statistiques et sur tous ces enjeux-là, en fait, les acteurs de la filière, les commerçants, ils ont quand même beaucoup d'indicateurs qualitatifs sur la fraude au chèque. Et il importe que via ce groupe de travail, via l'observatoire, on puisse mieux les partager pour réagir vraiment beaucoup plus rapidement. Je pense que par exemple, l'évolution du protocole CHPN, c'est quelque chose de très utile qui répond à une certaine typologie de fraude. Mais comme la fraude, c'est une course contre la montre, les faussaires vont s'adapter. Donc demain, il y aura de nouvelles typologies de fraude qui vont être massives pendant quelques mois, puis après ils vont passer à autre chose. Donc c'est cette agilité permanente contre la fraude au chèque qu'il faut mieux construire via l'observatoire. Et c'est là où la coopération entre les acteurs de la filière, les banques, les forces de l'ordre est primordiale. Et c'est l'observatoire qui est le cénacle idéal pour structurer cette coopération. Merci Pierre. Alors, je ne sais pas si Corinne voulait rebondir, mais je vous propose quand même de répondre à quelques questions parce qu'il est déjà 18h04. Première question donc d'Irina Maria Maxime. Question dans le domaine B2B. À compter du 1er janvier 2023, toutes les entreprises devront accepter les factures digitales. Quel impact pour les moyens de paiement dans le B2B? Suppression du paiement par chèque, carte pas digitale? Qui voudrait répondre ou partager? Dire quelques mots aussi. Non, pas du tout. Non. Bon, d'abord, tout ça va être compliqué à mettre en route.
la démat, la démat des factures. Bon, on va voir à quelle sauce on va être mangé 2023, 2025, tout ça. Bon, peut-être que tout ça sera reporté parce que c'est quand même très complexe, même s'il y a une volonté publique d'avancer dans la lutte contre la fraude à la TVA. Donc, il y a bien une déconnexion entre la dématérialisation et le règlement, même si, évidemment, hein, la dématérialisation systématique des factures ouvre une voie pour de nouveaux outils du type requête de paiement qui peut accompagner la facture et donc indirectement favoriser d'autres moyens de paiement que le chèque qui serait accessible directement avec ces liens de paiement. Mais pour le moment, ça ne remet pas en question du tout la possibilité d'utiliser le chèque pour le règlement. Merci. Nous avons une part importante de nos abonnés dont les factures sont déjà dématérialisées. Nous le proposons déjà depuis un certain temps. Très bien. Message de Philippe Agoguier. Dans votre mode de fonctionnement, le format actuel est remplacé en Big Bang par le nouveau format où les deux formats vivront en parallèle un certain temps. C'est ou l'un ou l'autre. Est-ce que le format actuel est remplacé? Oui, d'accord. Oui, c'est ça. Donc, les deux vont coexister et je dirais notre rôle à nous, je dirais de facilitateur vis-à-vis de l'écosystème, c'est de faire en sorte que la bascule puisse se faire le plus simplement et le plus rapidement possible. Mais je crois, je parle sous le contrôle de l'association du paiement. Il n'y a pas de péremption, je dirais, envisagée, de date de péremption envisagée de la version précédente. Merci Hélène. Étude à avoir pour ceux qui ne seraient pas, je dirais, en mesure de le faire rapidement, mais c'est juste, je dirais, un apport significatif dont il ne faut pas se priver, si on peut. Merci Hélène. Jean-Marc Zetoun, des services comme Vérifiance protègent les entreprises ou les commerçants professionnels des fraudes chèques. Pour les particuliers, une bonne évolution utile et peu coûteuse pour lutter contre la falsification consisterait à afficher, imprimer sur les relevés bancaires le nom en clair des bénéficiaires. Pourquoi n'est-ce pas préconisé? Nous, on encourage les banques à soutenir la vigilance de leurs clients quand elles détectent des opérations atypiques en émission sur des opérations chèques. Donc, je ne sais pas si cette proposition qui est émise là est techniquement faisable, mais il est évident que quand on a des opérations atypiques sur un chèque, la banque peut éventuellement alerter son client sur une opération qui lui semble suspecte et qui pourrait cacher une falsification. Merci Pierre. Alors, message de William Lutcher. Si la pierre angulaire impulse l'ouvrage, la clé de voûte équilibre l'édifice, dans les paiements, cette clé de voûte est l'authentification forte, SCA, permettant la non-répudiation d'un paiement et ou d'un retrait. Les travaux d'harmonisation dans la zone CEPA sur les identités représentent un levier important pour créer des moyens de paiement alternatifs. Est-ce que la volumétrie des transactions en instant payment ou en request to pay seront des indicateurs de la Banque de France pour organiser la fin du chèque? Non, mais la question ne se pose pas. À nouveau, il y a différents moyens de paiement. Chacun est libre de les utiliser. Nous, évidemment, en tant que Banque de France, et là vient une instance que Jean-Michel connaît très bien, qui est le Comité national des paiements scripturaux. On encourage les moyens de paiement plus innovants et les alternatives au chèque, et on soutient le request to pay, l'instant payment, etc. Mais on n'en fait pas du développement de ces moyens de paiement alternatifs, on n'en fait pas une précondition pour réfléchir à l'avenir du chèque. Il est là, il existe, et c'est pas à nous, Banque de France, de décider en ce domaine. Merci. De la même façon, pour les commerçants, alors on sait qu'il y a des commerçants, hein, on le voit tous les jours dans des cafés, les indépendants voire même quelques rares non-enseignes qui n'acceptent plus le chèque. Mais le sujet, en fait, il est quand même double. Hein. Il est d'abord, si les gens utilisent le chèque, c'est
c'est parce que ça leur paraît à eux, hein, et le bon moyen, et on va pas aller leur dire que c'est pas ça qu'il faut faire. Donc ça n'exclut pas de leur proposer et de faire des efforts du côté offre, en fait, hein. Et ça peut avoir des conséquences, en tout cas progressives, hein, comme je disais tout à l'heure. Les habitudes en termes de moyens de paiement, ça change très lentement. Puis il y a la question aussi clairement qui a été soulevée, la question de l'accessibilité, et notamment vis-à-vis de notre 3e ou de notre 4e âge, hein, il faut continuer à accepter le chèque pour les gens qui sont habitués, pour lesquels c'est un peu la règle. Hein. Je suis pas sûr que, on va pas, donc clairement, on ne fixe pas comme objectif de le tuer, le chèque, hein, et donc il faut faire avec. Donc la question, c'est ce qu'on s'est dit, c'est comment on fait avec, hein, et comme ça représente quand même quelques centaines de millions d'euros, il y a peut-être des choses à faire pour réduire cette somme, hein, moyennant des investissements évidemment, hein, forcément limités en regard de ceux qui sont consentis pour d'autres évolutions et les moyens de paiement scripturaux. Je pense qu'il y a aussi une chose qu'on peut rajouter, c'est que la cannibalisation des moyens de paiement, en fait, elle se fait de façon assez difficile, enfin, en tous les cas, elle est difficile à mesurer, puisqu'en fait, c'est le porteur qui va effectivement faire son choix. Et je pense que certains moyens de paiement, effectivement, comme l'instant payment, peuvent avoir des effets sur les espèces, sur tout un tas d'autres moyens de paiement, et que le chèque puisse rester, effectivement, comme le disait Jean-Michel, l'attribut de personnes aux cheveux blancs, mais aussi de gens qui estiment que le moyen de paiement est effectivement pratique et traçable, et voilà. Merci Jean-Louis, c'est pour ça qu'il résiste, le chèque. Eh bien, écoutez, je vous propose une dernière question et on va clôturer cette chronique, cette équipe de speakers. Vous avez fait exploser les compteurs, nous sommes à plus d'1 heure. Je pense que j'étais loin d'imaginer que le sujet du chèque allait poser un certain nombre d'interrogations. C'est le cas. Donc, dernière question de Jean-Christophe Alliot. Le rôle des banques n'est-il pas central pour la communication sur la fraude ? Absolument, mais d'ailleurs j'ai souligné que des banques, certaines banques, mais c'est exemplaire comme la BNP, se remettent à l'ouvrage, hein, et c'est très remarquable et on a absolument besoin de ça. Et Sophia, tu as raison de soulever l'intérêt des gens, parce qu'on voit qu'on a encore 54 participants, ce qui est très gros, hein, et ça montre que le sujet intéresse. Alors peut-être qu'on refera un webinaire peut-être plus large sur le chèque. Non, parce qu'il y a un effet com dans tout ça. Enfin, ensemble, on peut créer ce buzz-là, et qui peut être le sursaut dont Pierre parlait tout à l'heure, parce que là, franchement, il faut faire quelque chose. On ne va pas continuer à se prendre ces 500 ou 600 millions d'euros de fraude. C'est pas possible, ça. Merci beaucoup Jean-Michel, c'est une belle conclusion. Je n'ai plus qu'à vous remercier, vous speakers, nos invités, de nous avoir partagé vos connaissances, d'avoir diffusé donc ces quelques constats que vous faites suite à l'étude au sein de l'OSMP, et merci d'avoir partagé ces différentes évolutions autour du chèque. Donc non, le chèque n'est pas mort, il va continuer à résister encore quelques années. Cependant, une lutte contre la fraude efficace grâce à ces évolutions et grâce notamment aux nouvelles technologies. Merci à vous, merci Jean-Michel, merci Hélène, Corinne, Pierre et puis Jean-Louis. Merci beaucoup. Merci Sophia, merci à tous. Merci aux participants, merci à tous. Et je remercie surtout les participants qui sont restés bien au-delà des 45 minutes. Donc, quant à moi, j'aurai le plaisir quand même de vous retrouver la semaine prochaine en compagnie de 2 invités, Andrea Tossino, directrice études, prospective et formation au sein de Partelia, et Jacques Poutz, CEO de LuxHub. Et la semaine prochaine, on va parler de l'open banking et des perspectives stratégiques pan-européens. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne soirée et à la semaine prochaine. Au revoir. Merci, au revoir.